Ce soir, une nouvelle de dernière minute alors que nous prenons l'antenne. L'Iran riposte, visant la plus grande base américaine au Moyen-Orient. Plusieurs missiles interceptés. Ce soir, la réaction du président Trump, et il y a tout juste quelques instants, le président a déclaré qu'un cessez-le-feu pourrait être en préparation. Les dernières informations et ce que notre équipe a découvert. Ce soir, l'Iran a tiré une salve de missiles sur la plus grande base américaine de la région. Des intercepteurs américains et qataris les ont neutralisés. Plusieurs pays ferment leur espace aérien. Les États-Unis prennent des mesures pour protéger plus de 40 000 soldats dans toute la région. Le président s'est réuni avec son équipe de sécurité nationale dans le bureau ovale alors que l'Iran commençait à riposter. Le président Trump évoque désormais un possible changement de régime. Ce soir, où se trouve le guide suprême? Et ce soir, nous voyons ici de nouvelles images des bombardiers B-2 décollant du Missouri, en route vers l'Iran pour frapper. Et tout juste ce soir, le président Trump laisse entendre qu'un cessez-le-feu pourrait être annoncé dans quelques heures. Notre équipe est en alerte à travers toute la région. Ce soir, Martha Haddad nous présente les images avant et après. Quelle ampleur des dégâts en Iran? Et ce soir, l'agence de surveillance nucléaire de l'ONU annonce que près de 900 livres d'uranium enrichi en Iran sont introuvables. Ont-ils déplacé l'uranium dans les jours précédant l'attaque? L'autre actualité de ce lundi soir, la chaleur extrême qui menace la vie ici aux États-Unis. Plus de 195 millions d'Américains, pratiquement tout le monde à l'est des Rocheuses. Des températures records et des coupures de courant ce soir. Plus d'une douzaine de personnes hospitalisées lors d'une remise de diplôme dans le New Jersey. Les routes se déforment sous l'effet de la chaleur. Celle-ci, juste au moment où un conducteur passait dessus. Jersey est prête avec les prévisions météo. Ce soir, une deuxième attaque de requins en seulement quelques jours dans la même zone au large de la côte est. Ce que nous apprenons à cette heure-ci. Ce soir, de nouvelles images saisissantes de l'espace profond. La plus grande caméra jamais construite, enregistrant des milliers d'astéroïdes et des millions de galaxies. Et le nouveau documentaire ce soir sur Barbara Walters, Dis-moi tout, de Fidel Castro à Ronald Reagan, en passant par ce moment avec Clint Eastwood qui l'a fait rougir, jusqu'à Lucille Ball. Et nous nous souvenons quand elle nous a demandé de l'accompagner jusqu'au studio pour son dernier jour. Ce qu'elle nous a confié, ici même ce soir. Depuis le siège mondial d'ABC News à New York, voici World News Tonight avec David Muir. Bonsoir, et nous sommes ravis de vous retrouver ici en ce lundi soir. Beaucoup d'entre vous étaient avec nous ce week-end alors que nous étions en direct au milieu de l'actualité. Cette frappe majeure des États-Unis contre l'Iran, et ce soir ici, la riposte de l'Iran, visant la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient, à l'Udeid, avec une salve de missiles, qui abrite environ 10 000 soldats américains. 13 des 14 missiles ont été interceptés. Le dernier n'a pas atteint sa cible. Et il y a quelques instants à peine, cette information de dernière minute, le président Trump annonce qu'un cessez-le-feu pourrait être en préparation dans les prochaines heures. Ce soir, la vidéo en provenance de Doha, au Qatar, montre des missiles entrants et des intercepteurs illuminant le ciel. Le Pentagone affirme que 13 des 14 missiles ont été interceptés, sans dégâts ni victimes. En fin de journée, le président Trump a qualifié la riposte de l'Iran de, je cite, très faible, et a remercié l'Iran d'avoir, selon ses mots, prévenu les États-Unis à l'avance. Transmettant un message via le Qatar, le président déclare qu'il est désormais temps de faire la paix. Ce soir, nous découvrons ici de nouvelles images. Voici les bombardiers B-2 qui décollent du Missouri, en direction de l'Iran, la nuit de l'attaque. Les responsables examinent de près les images satellites d'avant et d'après pour évaluer l'ampleur des dégâts. Ce soir, l'agence de surveillance nucléaire de l'ONU annonce que près de 900 livres d'uranium enrichi en Iran sont désormais introuvables. Ont-ils donc déplacé de l'uranium avant l'attaque? Et juste avant notre prise d'antenne ce soir, comme je l'ai mentionné, le président Trump a déclaré il y a quelques instants sur les réseaux sociaux qu'un cessez-le-feu complet et total est en préparation. Voici ce que nous savons à ce sujet pour l'instant. Nous commençons ce soir avec la riposte de l'Iran et Jens Longman, chef correspondant international d'ABC, est ce soir en Irak. Après 12 jours d'incertitude au Moyen-Orient, qui ont alimenté les craintes d'un conflit élargi, ce soir Donald Trump a annoncé qu'Israël et l'Iran sont parvenus à un accord de cessez-le-feu. Il y a seulement quelques heures, l'Iran a riposté, à peine 48 heures après que les États-Unis ont lancé une salve de bombes anti-bunker sur plusieurs sites nucléaires iraniens. Voilà à quoi ressemble une riposte. La plus grande base américaine de la région a été visée par ce qui semble être 14 missiles à courte et moyenne portée. Ce soir, le président Trump a qualifié cela de « très faible », mais il a même remercié l'Iran dans un message en ligne pour avoir prévenu les États-Unis à l'avance,
ce qui a permis qu'aucune vie ne soit perdue et que personne ne soit blessé. Regardez-les être interceptés par les forces américaines et qataries au-dessus de Doha. Selon des responsables américains, certains de ces missiles étaient dirigés vers la base aérienne d'Al-Udeid. Le Pentagone affirme que 13 des 14 missiles ont été interceptés, sans dégâts ni victimes. Al-Udeid abrite le quartier général du Central Command et du Air Force Central Command, et c'est probablement là que ce raid américain contre les installations nucléaires iraniennes aurait été coordonné. Trump s'y est rendu il y a un peu plus d'un mois. Le président a appelé à la paix après avoir donné son feu vert à cette opération spectaculaire, baptisée Moonlight Hammer. De nouvelles images montrent environ 9 bombardiers B-2 décollant du Missouri tôt samedi matin. 2 étaient des leurs, les 7 autres se dirigeant discrètement vers l'Iran. Un haut responsable de la défense américaine a déclaré à ABC News que l'administration pense que les attaques de l'Iran seront, je cite, régionales. L'Iran a qualifié l'attaque d'aujourd'hui d'annonce de la victoire. La garde révolutionnaire affirme avoir tiré le même nombre de missiles que les États-Unis lors de leur frappe du week-end, leur guide suprême jurant que l'Iran ne se rendra pas. Les États-Unis ont pris des mesures pour protéger les plus de 40 000 soldats américains répartis entre l'Irak, Bahreïn, le Qatar et la Syrie. Quelques heures auparavant, un ordre de confinement avait été donné à l'ambassade américaine au Qatar. Et des plans d'atténuation sont en préparation depuis un certain temps. Ces images satellites montrent que plus de 2 douzaines d'avions militaires américains ont quitté la base aérienne d'Al-Udeid. Cette photo a été prise le 10 juin et montre plus de 30 avions militaires. 8 jours plus tard, la base est presque vide, avec seulement 3 avions encore visibles. Alors, retrouvons Jens Longuement en direct depuis l'Irak. Et Jens, plus d'informations sur cette nouvelle de dernière minute. Le président Trump a suggéré qu'un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Oui, David, la situation évolue très rapidement. Nous n'avons pas encore eu de confirmation officielle de la part des deux parties, mais il y a peu, le président Trump a annoncé un accord de cessez-le-feu entre Israël et l'Iran qui devrait commencer dans seulement quelques heures. Selon les termes de cet accord, l'Iran initierait un cessez-le-feu de 12 heures. Après cela, il y aurait 12 heures de cessez-le-feu de la part d'Israël. Si, dans ces 24 heures, la paix est obtenue, eh bien, ce sera la fin de la guerre. Mais comme nous le savons, beaucoup de choses peuvent se produire en 24 heures. David. Jens Longuement nous ouvre la voie ce soir. Jens, merci. Ce soir, les autorités américaines analysent les images satellites avant et après de l'Iran. Bien sûr, la question est de savoir combien de dégâts ont été causés. Et de nouvelles questions se posent. L'Iran a-t-il déplacé de l'uranium enrichi avant l'attaque américaine? Martha Raddatz ce soir est ce qu'elle a découvert. Ce soir, de nouvelles images montrent les bombardiers furtifs B-2 décollant pour cette mission historique en Iran sous le couvert de l'obscurité, tandis que des images satellites révèlent l'étendue de la destruction causée par les bombes anti-bunker de 13 600 kg larguées sur les installations nucléaires iraniennes. 6 cratères gigantesques, le plus grand faisant près de 6 mètres de large, sont visibles ici sur le site nucléaire de Fordow, enfoui profondément sous une montagne. Les principaux experts comprennent que le site a été touché par 12 bombes pénétrantes de très grande puissance, appelées MOP. Chaque cible a été frappée 2 fois. Le président Trump a déclaré aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je cite, « Les sites que nous avons frappés en Iran ont été totalement détruits, mais des questions subsistent quant au sort de l'uranium enrichi de l'Iran traité à Fordow, après que les Iraniens ont affirmé l'avoir déplacé avant l'attaque américaine. » Des images satellites prises la veille de la frappe américaine montrent une activité inhabituelle, une file de camions visibles sur une route de service. On ne sait pas si l'Iran avait anticipé les bombardements et déplacé le matériel nucléaire, ou si ces camions ont servi à transporter de la terre pour renforcer l'installation souterraine. L'Agence internationale de l'énergie atomique avertit désormais que près de 900 livres d'uranium iranien enrichi à 60%, soit presque du niveau militaire, ne sont pas localisés. Et ce soir, nous en apprenons davantage sur cette attaque américaine spectaculaire contre l'Iran. Surnommée Opération Midnight Hammer, cette mission hautement classifiée et top secrète a commencé avec un groupe lors de 2 bombardiers B-2 se dirigeant vers l'ouest en direction de Gham, avec des mouvements traçables. Que de temps après, cet autre B-2 a décollé. Cette fois, ils sont partis dans la direction opposée, vers l'est,
directement en direction de l'Iran, sans transpondeur et avec des communications minimales. Le Pentagone indique que la mission de 25 minutes dans l'espace aérien iranien a commencé à 18h40, heure de l'Est, samedi. Le bombardier B-2 de tête a largué les 2 premières bombes anti-bunker de 30 000 livres sur le site nucléaire de Fordow en Iran, un site enfoui profondément sous une montagne. Ces bombes massives ont frappé des installations à la fois à Fordow et à Natanz, marquant la première fois qu'elles étaient utilisées sur un champ de bataille. Il n'y a eu aucune réaction de l'Iran en temps réel. Les chasseurs iraniens n'ont pas décollé et il semble que les systèmes de missiles solaires iraniens ne nous aient pas détectés. Juste après que ces bombes anti-bunker ont frappé, les missiles Tomahawk ont ensuite touché une 3e cible, le site nucléaire d'Istan. Au total, 125 avions et 75 armes de précision ont été utilisées. Alors, retrouvons Martin Haddad avec nous ce soir. Martha, que savons-nous, et je sais qu'il est encore tôt, des dégâts causés par ces bombes de 30 000 livres dont vous parlez? Est-ce que les bombes ont accompli ce que les États-Unis espéraient? David, il ne fait aucun doute que le programme nucléaire iranien a été gravement endommagé, des experts affirmant que chacune des cibles a été touchée 2 fois, et bombes pénétrantes s'enfonçant à travers le béton et l'acier autour de Fordow. David? Martha Haddad est également de retour avec nous ce soir. Merci, Martha. Pendant ce temps, le président Trump se trouvait avec son équipe de sécurité nationale dans le bureau ovale alors que l'Iran ripostait aujourd'hui contre les États-Unis. Rachel Scott à la Maison-Blanche. Alors que l'Iran lançait sa frappe de représailles contre la base américaine au Qatar, le président Trump était en réunion avec son équipe de sécurité nationale dans le bureau ovale. L'administration Trump se préparait déjà à l'attaque iranienne. Le secrétaire à la défense Pete Hegseth et le président des chefs d'état-major interarmés, le général Ben Kane, sont arrivés à la Maison-Blanche cet après-midi, suivant la trajectoire de ces missiles depuis la salle de crise. Quelques heures plus tard, le président a confirmé dans un message que les troupes américaines au Qatar étaient en sécurité. « Je suis heureux d'annoncer qu'aucun Américain n'a été blessé et que très peu de dégâts ont été causés. » Et à propos des Iraniens, il a déclaré « Le plus important, c'est qu'ils ont tout évacué et il n'y aura, espérons-le, plus de haine. » Félicitations, le monde. Il est temps de faire la paix. Après ces frappes historiques des États-Unis, les responsables de l'administration ont souligné que l'objectif de l'opération n'était pas un changement de régime en Iran. Tout d'abord, nous ne cherchons pas à obtenir un changement de régime. Nous voulons mettre fin au programme nucléaire iranien. Cette mission n'a pas été et n'est pas une question de changement de régime. Ce sur quoi nous nous concentrons, ce n'est pas le changement de régime. Mais le président a ensuite publié ceci sur les réseaux sociaux. Si le régime iranien actuel est incapable de rendre sa grandeur à l'Iran, pourquoi n'y aurait-il pas de changement de régime? Nous avons demandé à la Maison-Blanche de clarifier. Lorsque le président évoque l'idée d'un changement de régime, comment pense-t-il que cela devrait être accompli? Par les Iraniens, les Israéliens ou les Américains? S'il refuse de s'engager dans la diplomatie à l'avenir, pourquoi le peuple iranien ne se soulèverait-il pas contre ce régime brutal et terroriste? C'est une question que le président a soulevée hier soir. Mais en ce qui concerne notre posture militaire, elle n'a pas changé. Alors, retrouvons Rachel Scott en direct ce soir à la Maison-Blanche. Rachel, qu'as-tu appris de plus sur ce que dit maintenant le président, à savoir que le cessez-le-feu pourrait intervenir dans les prochaines heures? Et j'imagine que la menace du président, selon laquelle si l'Iran fait quoi que ce soit de plus pour riposter contre les États-Unis pourraient encore agir ici, tient toujours. Eh bien, David, le président pousse désormais pour la paix et ce cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Et on me dit ce soir que, même si le président se réserve le droit de répondre, il n'y a pour l'instant aucun plan actif pour que les États-Unis ripostent, malgré les avertissements précédents du président, David. Rachel Scott à la Maison-Blanche. Merci, Rachel. Ce soir, alors qu'on parle d'un possible cessez-le-feu et que le président évoque un éventuel changement de régime, où se trouve le guide suprême et quel est son avenir? Notre chef correspondant à l'étranger, Yann Panel, est en direct ce soir à Tel Aviv. Yann, il semble que le guide suprême se soit retranché dans la clandestinité. Oui, c'est bien le cas. Et je peux vous dire que malgré tous ces discours, malgré la déclaration du président, l'armée israélienne mène actuellement sa vague d'attaque la plus massive à Téhéran depuis le début de ce conflit. Et même en ce moment, alors que nous sommes à l'antenne, nous recevons des rapports faisant état de lourds bombardements à l'intérieur de Téhéran, un nouvel avertissement d'Israël aux habitants de la capitale iranienne, leur demandant en gros de se mettre à l'abri, de se rendre dans une zone sécurisée. Pendant ce temps, comme vous le dites, l'ayatollah Ali Khamenei n'a pas été vu en public depuis près de 2 semaines maintenant, ce qui alimente les spéculations sur l'endroit où il se cache. Israël et les États-Unis
comme vous le savez, affirme qu'il ne cherche pas à changer le régime là-bas, mais il soulève des questions. Où est-il ce soir et que se passerait-il s'il était tué lors de l'une de ces attaques? David. Merci à Yann Panel et à toute l'équipe ce soir. S'il y a du nouveau à ce sujet, nous reviendrons vers vous. Merci, Yann. En attendant, passons aux autres actualités de ce lundi soir, la chaleur mettant la vie en danger pour plus de 195 millions d'Américains, en fait presque tout le monde à l'est des Rocheuses ce soir. Regardez ça, cette route qui se déforme et envoie une voiture dans les airs, là, dans le Missouri. Et la carte ce soir, la chaleur record qui provoque des conditions étouffantes, avec des températures ressenties à 3 chiffres sur une grande partie de la côte est. Jersey avec les prévisions et Jeanne Norman ce soir avec les images qui nous parviennent maintenant. Ce soir, une chaleur et une humidité oppressantes frappent près de la moitié du pays. En dehors de New York, à Paterson dans le New Jersey, plus de 160 personnes ont été soignées pour des malaises liés à la chaleur lors de cérémonies de remise de diplômes au lycée. Plus d'une douzaine ont été transportées d'urgence à l'hôpital. Ici à New York, il a fait 36 degrés Celsius, égalant un record vieux de 137 ans, mais la température ressentie était de 41 degrés Celsius, encore plus chaud dans le métro. Des millions de personnes empruntent ces métros chaque jour, le plus grand réseau de transport du pays. Les équipes vérifient régulièrement la température et retirent les rames si elles sont trop chaudes. À Philadelphie, des températures caniculaires mettent le réseau électrique à rude épreuve. Des passagers suffocants sont restés coincés dans un train Amtrak qui a perdu de l'électricité près de la gare Penn de Baltimore. Selon les voyageurs, cela a duré plus d'1 heure et il n'y avait pas de climatisation. Et des images impressionnantes montrent des routes qui se déforment sous la chaleur brûlante, se transformant en rampe à Cap Girardeau, dans le Missouri, dimanche. Plusieurs jours de chaleur mettent l'infrastructure à rude épreuve. Et David, il n'y a pas non plus de répit la nuit côté température. Ici à New York, la température ressentie cette nuit ne descendra pas en dessous de 29 degrés. David. Incroyable, Jeanne. Merci beaucoup. Passons à chef météo Jean Jersey suit. Salut Ginger. Salut, David. Pour beaucoup, c'est la période la plus chaude depuis près de 3 ans, et pour certains, la plus chaude depuis 13 ans. C'est pour cela qu'on voit ces alertes de chaleur extrême sur la carte. Et comme Jeanne l'a dit, tout se joue sur ces températures nocturnes qui ne descendent pas en dessous de 27 degrés. Quand cela se répète nuit après nuit, c'est cumulatif et la température corporelle peut vraiment avoir du mal à redescendre. Vous voyez que les alertes de chaleur couvrent toute la carte, mais regardez ce qui se passe avec ce front froid qui arrive demain matin. On va ressentir 34 degrés à Philadelphie et à Washington, D.C. Il fera déjà 32 degrés ressentis à 8 heures du matin. Mais si on regarde l'évolution, Détroit, vous allez avoir une matinée étouffante et ensuite ça va culminer. C'est le pic de la chaleur pour beaucoup mardi après-midi. C'est pas ce moment-là que Philadelphie pourrait dépasser les 38 degrés. De nombreux records quotidiens pourraient tomber, y compris à Boston, David, avec 38 degrés attendus demain. Où serions-nous sans cette brise qu'on voit juste là, Ginger? Merci. Vivement le front froid. Quand nous reviendrons ce soir, une nouvelle attaque de requins sur la côte est au même endroit. C'est la 2e fois en seulement quelques jours. Ce que nous avons appris à ce sujet dans un instant. Et vous allez vouloir rester avec nous. Le nouveau documentaire sur Barbara Walters, ce moment ce soir avec Clint Eastwood qui a fait rougir Barbara. À suivre ce soir, une 2e attaque de requins en quelques jours au large de Hilton Head, en Caroline du Sud. Les premiers secours se sont précipités dimanche sur la plage de Coligny, où un baigneur a été blessé à la jambe, quelques jours seulement après qu'une fillette de 12 ans a été mordue par un requin sur cette même plage. Quand nous reviendrons ce soir, la plus grande caméra jamais construite est ce qu'elle a capturé dans l'espace. Et ce soir, Barbara Walters et Clint Eastwood, ce qu'il a dit qu'il a brièvement laissé sans voix. Dans l'index, un regard saisissant sur le cosmos, les images de l'observatoire Vera C. Rubin, des milliers d'astéroïdes, des millions de galaxies y figurent. L'observatoire mène une mission de 10 ans pour capturer des images de l'univers à l'aide de la plus grande caméra jamais construite. À notre retour, le nouveau documentaire Barbara Walters, les moments avec Clint Eastwood et Lucille Ball. Enfin, le nouveau documentaire Barbara Walters, Dis-moi tout. Nous nous souvenons de ce rare Bernier aperçu dans sa loge, une icône de la télévision qui a brisé les barrières. Je suis tellement impressionnée que tu aies mis un costume et une cravate. Et tout le reste. C'est pour Barbara Walters. Barbara Walters sur le point d'annoncer sa retraite. Nous lui avons demandé comment elle se sentait à ce sujet. C'est comme ça que je vais me sentir à ce moment-là. Et tout le monde me dit, qu'est-ce que tu vas faire après? Je ne sais pas. Sur ABC, Barbara est la première femme à co-présenter le journal télévisé du soir. Il a Leader 20/20,
création de The View. Les gens demandent qui était ton mentor. Je n'en avais pas. Aujourd'hui, si une jeune femme dit « j'ai grandi en te regardant », ou « tu as rendu les choses un peu plus faciles », David, je pense que c'est mon héritage. Dans un nouveau documentaire diffusé ce soir sur Lu, Barbara Walters, 10 Mètres Everything, des images rares, de nouvelles perspectives de ceux qui la connaissaient le mieux et les révélations. Fidel Castro. Ça vous fait drôle de traverser la baie des Cochons avec un Américain ? Barbara était intrépide et cela a laissé une impression sur les grands qui viendraient après elle. Elle posait une question que personne d'autre n'avait posée et la posait d'une manière qui touchait toujours une corde sensible. Les icônes américaines lui parlaient, même celles connues pour leur manière calme. Clint Eastwood. Avez-vous peur de montrer vos émotions ? Je ne pense pas. Il y a certaines choses que je n'aime pas partager avec tout le monde. Que faut-il savoir ? Il n'y a rien à savoir. Tu me rendrais fou et je te rendrais fou parce que je dirais « mais, tu sais, mais ne l'as-tu pas fait ?» ou « ne l'as-tu pas fait ?» ou « ne l'as-tu pas fait ?» Tu sais. Eh bien, vous pourrez essayer et voir si ça marche. On va commencer par cette interview. Si ça se passe bien et qu'on avance, eh bien, peut-être qu'on fera une autre interview. Je pense qu'on va s'arrêter et recharger. Lucille Bone après I Love Lucy. Comment c'était ? Tu te levais le matin et tu n'avais pas à courir au travail. Traumatisant. Vraiment. C'est ça. Eh bien, pendant les 3 ou 4 premiers mois, j'étais dans le flou. J'étais juste sous le choc. Et on se souvient que, lors de son dernier jour à The View, elle nous a demandé de l'accompagner jusqu'au studio et elle m'a dit ceci. Je crois que ça va un peu me manquer. Un petit peu. Un petit peu. Et ce que Barbara ne savait pas, c'est qu'en coulisses, les femmes journalistes reconnaissantes. La liste était longue. Jen Sawyer. Robin Roberts.